parti! Le podcast du saut à ski et du combiné nordique. Bonjour à tous, bonjour, c'est le troisième épisode. Et avec moi, comme dans les deux premiers, j'ai Romain at Geoc 120. Salut Bon, Romain. salut Will, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour débriefer le week-end de Lillehammer, un week-end riche en émotions et riche en belles performances. Ouais, c'était un super week-end. Donc au programme, on commencera par le combiné homme. Ensuite, fera le combiné femme et on terminera par le saut féminin. Voilà, donc on va tout débriefer et on va commencer par les hommes qui étaient donc à Lillehammer après l'ouverture à Ruka. Ouais, un week-end intéressant parce qu'on avait droit à une épreuve sur petit tremplin, une épreuve sur gros tremplin. Et comme on en a parlé lors du précédent épisode, on voit qu'en combiné, la taille du tremplin peut avoir son importance dans le déroulé des courses. Donc ça va être l'occasion d'aller plus en profondeur là, avec ça. On passe tout de suite Ouais. aux résultats. On l'avait un peu dit, Rieber a repris son maillot jaune, sa propriété depuis plusieurs saisons, mais il n'est pas aussi tout seul qu'on aurait pu le penser le week-end dernier. Qu'est-ce que tu as pensé de Oftebro? Écoute, comme tu l'as dit, je crois que la semaine dernière, on en avait parlé hein, de Jens Luro Softbro. On avait dit que ça allait être pour nous la plus grosse menace à Rieber. Et clairement, sur ce week-end, c'est lui qui se place comme le concurrent numéro un de Jarl Magnus Rieber. Du coup, Oftebro qui a gagné le concours sur petit tremplin et puis qui a terminé deuxième du concours sur grand tremplin. Ouais, et ce qui était beau samedi, donc sur le petit tremplin, c'est que là, il a réussi à finir devant Rieber au saut, et Rieber n'a pas été en mesure de le rattraper. Ça a été un beau duel à une 10-15 secondes d'écart, et il a tenu bon, donc ils étaient tous les deux détachés. Et Rieber est jamais rentré, donc ça veut dire que niveau de ski comparable, ils sont au classement la meilleur fondeur. Pour l'instant, Rieber deuxième et Oftebo troisième, sachant qu'ils sont 3 et 4 au saut. Donc voilà, on a les deux combinés les plus complets qui commencent une belle bataille. Donc un beau week-end sur ce point de vue-là. Bah, c'est clair que Rieber, quand il est parti, moi je pensais vraiment qu'il allait revenir. Et puis au fur et à mesure, comme tu dis, Jens Luras gardait ses 15 secondes d'avance. Et au bout enfin, dans la dernière boucle, là, on sentait que Rieber, il lui manquait ce jus. Et c'est vrai, comme on avait dit, bah, Ruka, deux fois le meilleur temps de ski. Là, on retrouve un peu le Rieber de l'an dernier, qui a quelques limites en fond. Quand je dis quelques limites, ça reste un très très grand, mais là, clairement, il ne pouvait pas le rattraper. Et du coup, ça a permis à Jens Lura Softbro de gagner sa deuxième victoire en Coupe du Monde. Et la première, c'était à Ruka, c'était en 2020. Oui, c'est ça. Rieber, il fait 14e et 15e des temps de ski du week-end, donc c'est tout à fait honorable, mais voilà, c'était un peu plus conforme à ce qu'on connaissait de lui, quoi. D'habitude, il fait quand même l'écart au tremplin. Bon, voilà, là, on peut introduire tout de suite l'homme des énormes remontées du week-end. C'était Vincent Geiger, l'Allemand, qui nous a fait, qui a fait vibrer, hein, mine de rien, parce que c'est aussi ça le combiné, c'est des gros fondeurs qui partent un peu derrière et qui savent faire des énormes remontées. Bah, c'est clair que Geiger, déjà, moi, je l'avais trouvé très, très. Voilà, ça a toujours été un très bon fondeur. À Ruka, bon, on en avait parlé, hein, le type de tremplin, le fait que ça avantageait beaucoup les sauteurs. Bah, pour Geiger, du coup, il partait d'un peu loin. Là, clairement, il s'est retrouvé à chaque fois dans la vague après les deux premiers et ça lui a permis d'accrocher bah, deux fois le podium sur des remontées. Une troisième place où je crois qu'il gagne 15 places le samedi, il devait être 18e au saut et donc il termine troisième. Et le dimanche, là c'est pareil, il était parti avec une armada d'Allemands. Là, on en reparlera du dimanche. Et c'est vrai que Geiger, bah, dès qu'il va pouvoir faire des sauts un peu plus consistants, c'est-à-dire être peut-être bah, dans le top 10 au saut, bah, derrière, lui, il va pas faire de cadeau et il peut gagner des épreuves.
Ouais, il part 18e à 1,26 samedi. Alors, il finit troisième à 39 secondes. Il prend 50 secondes sur la tête. Et dimanche, il part à 1,43. Donc, c'était le grand tremplin. Il part un peu plus loin, mais un peu mieux placé en place 14e. Et il finit à 1 minute. Mais c'était, voilà, et c'est lui qui a traîné en plus tout un groupe d'une dizaine, quoi. Genre, ceux qui ont fait un bon résultat derrière Geiger, ils lui doivent en grande partie. Ouais. Et pourtant, c'est pas lui qui samedi a fait le meilleur saut, enfin pardon, le meilleur temps de fond. C'est le frère de Jens Luras, c'est Heiner Luras Öftebro, qui lui partait de la 33e place et qui a terminé 20e en étant le meilleur fondeur du samedi. Par contre, le dimanche, comme tu dis, c'est Geiger qui a le meilleur temps de fond. Alors, ils doivent être plusieurs à être plus ou moins dans le même temps parce qu'il y avait Ridzek aussi qui était collé à ses basques. Mais c'est vrai que Geiger, avec ses temps de fond, montre que bah, c'est vrai que sur ce tremplin-là, c'est Ribert et Oftebro qui ont été les meilleurs, mais juste derrière, on a Geiger et grâce au fond. Ouais, et non, c'était intéressant. Surtout, il a la capacité de faire encore la giclette dans le dernier tour. Là, dimanche, il semblait plafonner et d'un coup, paf, dernière bosse, il arrive à faire la giclette. Donc, c'était quand même le troisième homme des 2 saisons précédentes. Voilà, il était peut-être un peu en retrait à Ruka, mais on faut compter sur lui pour la suite. Là, pour Moi, Geiger, je pense qu'au classement du saut, il doit être 20, entre la 20e et la 30e place. Il faut vraiment qu'il gagne entre 5 et 10 places au saut pour pouvoir grappiller ces 40 secondes qu'il a entre lui et Ribert. ouais, en comparatif justement entre le petit et le grand tremplin, pour rentrer dans le top 10 samedi, le dernier qui est rentré dans le top 10, il était 19e du saut. Donc, et dimanche, 14e. C'est-à-dire que c'était quand même plus resserré, quoi. Mm. Un autre chiffre, le 10e du saut était à 52 secondes sur le petit tremplin, à 1,35 sur le grand tremplin. Et c'est ces écarts-là qui font qu'on a des profils plus sauteurs qui ont réussi encore à faire une grosse perf dimanche. Et ça nous emmène tout droit à nos Français. Ah bah eux, là, ça a été vraiment la confirmation parce que autant à Ruka, et on l'avait dit la semaine dernière, il y avait la taille du tremplin qui faisait qu'on s'attendait aussi à leur bonne performance, notamment Laurent Multaler qui est connu pour ses capacités en saut. Mais moi, j'ai été surpris notamment de leur performance sur le petit. Ouais, c'est clair. En fait, la stat qui résume tout, c'est qu'en fait, ils gardent leur place entre le saut et le fond. Et donc, enfin, à l'arrivée, quoi. Donc, en fait, ils sont. Enfin, Matteo Beau est 11e du saut et finit 11e samedi. Et Laurent Multaner, 8e du saut, il finit 8e. Et quasiment dans les mêmes temps, en fait, par rapport à la tête de course. Donc, même profil dimanche. Donc, ça, c'est important, quoi. Quand on est un combiné, avec un bon niveau de saut, si on arrive à s'accrocher à la niaque, voire même à faire le rythme, parce que dimanche, les Français, ils doivent leur place à personne d'autre qu'eux, quoi. Ils sont derrière Oftebro et Rieber et Seidel qui s'était accroché à Oftebro, mais par contre, c'est eux qui font leur rythme, quoi, et qui résistent pendant 9,5 km à Geiger. Donc, c'était assez énorme, quoi. On a vibré. Bah, c'est clair, et en plus, tu les voyais se parler l'un et l'autre. Je crois que c'est je sais plus si c'était le samedi où il y a Multaler qui dit à Beau, waouh, ça skie, quoi. Parce que clairement, ils, ils essayaient d'accrocher le wagon et ça en démordait pas devant. Et du coup, c'est vrai que moi, autant Multaler, bon, il monte en puissance et déjà l'année dernière, on l'avait vu venir. Mais Matteo Beau, je pense que c'est la plus grosse, c'est la plus grosse progression d'une année à l'autre, avec, vu son âge, vraiment un avenir radieux. Et de le voir terminer septième, comme tu le dis, sur grand tremplin, avec tous les Allemands s'accrocher, je trouve que c'est une performance qui augure potentiellement. Alors moi, j'avais été un peu, la semaine dernière, j'avais dit, ouais, il va rentrer dans le rang, je le vois plus à la 10e, 15e place. Mais bon, si tous les week-ends, il me fait ça, je vais te le reclasser entre le 5 et le 10. Et voilà, c'est vrai que là, Lillehammer, il m'a encore épaté. Ouais, et puis finalement, dimanche, c'était presque.
plus impressionnant que le podium en master, puisque c'était inversé, quoi. Là, c'était sur les skis jusqu'à ouais, dernier kilomètre, on se dit le podium est jouable sur les qualités de fond. Donc franchement, du très très bon et que surtout que mine de rien, par exemple, Yamamoto était un peu plus en retrait ce week-end, Julian Schmid aussi. Il y a pas finalement, on les sent pas moins bons que ces deux-là. Donc derrière Rieber et Hoftebro, voilà, il est cinquième, hein, Matteo Bo du classement général pour l'instant. Laurent Multalier septième. Après 5 épreuves, hein, qui est déjà 20% de la saison qui est passée. Euh, Franchement, nickel, Bon, quoi. On se fait plaisir à les suivre. au tremplin, comme tu dis, là, Yamamoto, il est un peu rentré dans le rang. Après, il reste encore, je pense, top 5 des meilleurs sauteurs. Celui qui m'a bien épaté au tremplin, moi j'en ai deux, ils sont de la même nationalité. Il y a déjà Mario Zaidel. Lui, le deuxième jour, il n'a pas eu de bol parce que il les voit revenir. Je crois il se fait doubler, après il les redouble et finalement il se refait doubler dans le dernier virage à la corde par Geiger. Il doit terminer quatrième ou cinquième, je ne sais plus si Ouais, Rizek lui cinquième, passe ouais. devant. Ouais, cinquième. Cinquième, ouais. Mais il a fait deux sauts beaux et tu vois, vraiment, on sent la qualité de sauteur spécial. Et l'autre, c'est Franz Joseph Röhrl, que Mm. je l'avais trouvé un peu en retrait à Ruka en saut. Et là, on retrouve le niveau d'un gars qui peut faire top 5 en saut et puis qui derrière a les capacités à tenir pour aller jouer. Donc voilà, après, c'est sûr que Geiger, il y a Rudzek hein, qui est quand même très bon en fond. Et puis, il y en avait un que j'attendais, dont j'avais parlé la semaine dernière, c'était Jürgen Grabach. Il n'a pas. Voilà. Geiger a montré qu'il pouvait jouer devant. Grabach, c'est pas encore ça. Et l'autre qui n'a pas montré, c'est Lamparter. Je sais pas ce que tu en as pensé. Il est anonyme hein, pour l'instant, donc voilà, dans le peloton, voilà, 16e du général, et puis ça, c'est vraiment sa moyenne, hein, vraiment anonyme, quoi. Pas catastrophique, mais enfin, on s'attend à mieux de sa part. Et Et il y a Christian Ilves qui est revenu un peu. Lui aussi, au saut, il avait été un peu plus en retrait à Ruka. Donc, ça commence à se remettre un peu comme l'année dernière, mais on a Matteo qui est apparu dans ce top 10 et qui, je pense, est là pour rester parce que là, on a eu des petits tremplins, on a eu du grand tremplin, on a eu l'inversé, on a eu un triple à Ruka. Donc, quand tu es présent là sur 5 courses, c'est que je pense que tu as la baraka et Matteo, on va vraiment le suivre chaque semaine et notamment à Chaux-Neuve fin janvier. ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais dire, là, on a déjà hâte d'être à Chaux-Neuve et d'avoir le public jurassien, bah, c'est deux jurassiens, hein, Matteo Bo et Laurent Mutaner, qui vibre à fond. On dit quand même les résultats des autres Français, parce que c'est correct aussi. Marco Hennis, 16e des deux sauts, qui rentrent dans les points 29 et 28e. Il est quand même très jeune, hein, donc là, on a des résultats tout à fait corrects. C'est un peu plus dur pour Antoine Gérard, il remonte un petit peu à chaque fois en fond. 38e samedi, 31e dimanche, aux portes des points. Et voilà, ça fait quand Ouais, même un top. dimanche, il a pas, voilà, il part trop loin. Il skie bien, hein, Mm. mais il part un peu trop loin. Ça doit être assez frustrant pour lui parce qu'il est un peu plus vieux que les autres et du coup, il les voit leur passer devant et pour l'instant, il a le niveau de quelqu'un qui est pile entre les points. Donc bon, il faut qu'il profite de cet élan. Il faut qu'il retrouve du punch et au tremplin, si jamais il fait une bonne performance, lui derrière, on sait qu'en fond, il est capable de tenir. Donc à voir. Et comme tu le dis, Marco Anis, c'est super, c'est meilleur en saut qu'en fond, mais c'est normal. Il est jeune. On sait que au niveau 2003. des physiques, les fondeurs mettent plus de temps à trouver de la maturité, hormis des cas très particuliers de jeunes fondeurs qui sont tout de suite au niveau. Mais Marco, il va petit à petit monter, il apprend de ses aînés. Et lui, c'est aussi quelqu'un qui fera des top 10. Alors, peut-être pas cette année, je pense que ça va être un peu court, mais dans les années à venir.
c'est super sympa. Et puis là, de sentir une dynamique avec l'équipe de France, on, on retrouve des sensations qu'on avait bien aimées il y a une dizaine d'années, voire moins. Donc c'est chouette, ouais. Voilà pour le combiné. Je vais regarder sur le chat, il y a Funaki qui est arrivé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir de répondre ou si vous avez des commentaires, bien sûr, on vous les passera à l'antenne. Je vais On peut-être va juste faire passer un petit au... point, Vas-y. tu vois, ouais, tu vois, l'importance d'être dans un bon groupe, d'être au bon endroit, au combiné. C'est Grabac, il part avec Geiger samedi. Bah, tous les deux, ils font 3 et 4. Et là, Grabac, il part 30 secondes derrière Geiger dimanche. Puis bah, finalement, en fait, il se foule pas, quoi. Il finit, il part 21e, il finit 18e quand on connaît, avec le 23e temps de fond, quoi. On se demande presque s'il a pas fait une récup, quoi. Parce que s'il avait été accroché à un groupe, justement, groupe Ridzek, groupe Geiger, il aurait encore fait la grosse remontée. Donc, des fois, le petit gap entre le groupe qui va remonter et le groupe qui va rester trop loin pour jouer devant, ça fait que des mecs comme Graba ils vont peut-être pas tout donner, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi et clairement, bah, c'est cette émulation qui fait que Seidel est resté dans les skis, que Martin Fritz a terminé 16e. Ils ne sont pas droppés trop vite. Ou ce Stéphane Rettenegger, là, le jeune Mm. qui marche bien. Et je pense que de se retrouver dans ces groupes, comme tu le dis, ça leur permet bah, déjà de voir qu'en fait, même s'ils sont meilleurs sauteurs que fondeurs, bah, ils sont pas si loin que ça des meilleurs. Et puis, c'est comme en cyclisme, si t'es pas en tête de groupe, bah, tu profites un peu de l'aspiration et du coup, tu tiens plus longtemps. Après, c'est sûr que sur la dernière giclette, surtout s'il y a une montée, bon, bah là, les purs fondeurs comme Geiger ou Rudzeck vont faire la différence, mais ça fera un top 10, ça veut dire un beau dossard, et puis après, on rentre dans une routine où on part plus loin, on fait des beaux sauts, on repart, on est encore avec les meilleurs. Et puis on termine 10e du général. Et Matteo est rentré dedans. Et du coup, il fait des performances en fond qui sont largement supérieures à ce qu'il faisait l'an dernier. Et pourtant, je ne suis pas sûr qu'il ait autant progressé. C'est juste qu'il est maintenant au contact des meilleurs et ça le motive, ça lui donne l'adrénaline supplémentaire. Ouais, c'est ça, c'est le petit truc qu'on connaît bien dans les sports d'endurance. Le petit pourcentage qu'on sait pas mettre à l'entraînement et qu'on sait mettre en compétition. En tout cas, on a toujours des belles courses en combiné et on le garde pour une autre fois le débat combiné versus fond. Mais il y a pas mal de choses à dire pour l'intérêt du combiné. En effet. On passe au On combiné va féminin. Voilà le combiné féminin dont c'était les premières épreuves de la saison. Au même endroit, à Lillehammer, les filles qui se retrouvaient pour deux épreuves. Et donc, on va vous débriefer ce qui a été un week-end là aussi très chouette. Euh, je pense que toi particulièrement qui adore le combiné féminin, tu as été ravi du retour. Effectivement, j'étais content de les retrouver. Le programme est léger, donc il faut chérir chaque week-end. Après, on a une extraterrestre devant, hein, donc le suspense, on va pas le chercher à la place numéro un. On le dit tout de suite, Guida Westphal Hansen, deux courses, deux fois meilleure du saut, aucun suspense à la course de fond. C'est la meilleure combinée du monde actuellement. C'était le cas l'année dernière. Voilà, on a une domination écrasante. Alors, c'est peut-être un petit peu dommage pour le suspense et l'intérêt, mais on sait trouver l'intérêt dans la compétition qui se joue un peu derrière. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que d'un côté, on va se dire une fille qui gagne pour la neuvième fois, qui fait des démonstrations, parce qu'on verra les temps, mais elle fout plus d'une minute à tout le monde. Mais d'un autre côté, ça permet de construire un profil qui vend le sport et qui lui permet de rayonner. Et aujourd'hui, le combiné féminin, il en est là, c'est-à-dire que certes, tu te plains que le calendrier soit maigre,
mais on est sur le calendrier le plus étoffé depuis la création de la Coupe du Monde de combiné féminin. Et on est dans cette polémique sur la participation ou non du combiné féminin au JO de Cortina. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu les différentes épreuves, au départ de la course de fond, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on avait donc les bâtons en l'air croisés pour montrer leur mécontentement des décisions actuelles du CIO pour le combiné féminin, pour une discipline qui est historique, qui a été aux Jeux Olympiques depuis 1924 et qu'on ne veut pas prendre cette fois-ci, alors qu'on va prendre, je ne sais plus ce que c'est, le ski alpinisme. Le Donc voilà, on est sur un débat et bon, bah, nous, vous connaissez notre point de vue, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est là où Guda, bah, elle peut, par sa domination aussi, bah, dire, ah bah tiens, là, chasse au record, et bah, ça va peut-être attirer un peu l'attention sur le combiné féminin. ouais et le CIO qui veut de l'international, qui veut beaucoup de pays qui menacent le combiné masculin pour le faible nombre de pays médaillés. Là, samedi, on a 7 pays différents dans le top 10 féminin et 6 dimanche. Donc on a en gros tous les pays, de ski nordique qui ont au moins une représentante, dans le top 10. Donc il y a de l'émulation là on voit là derrière les 2 norvégiennes au classement général, enfin d'ailleurs en même temps, on a une italienne, une allemande, une autrichienne, juste derrière une japonaise, une slovène en embuscade et puis la française, Lena Brocard qui est capable de rentrer dans le top 10. Donc côté, internationalité, bah, voilà, si on regarde le Big Air qu'on a pu voir, par exemple aux JO, pas certain qu'il y ait plus de variété que ça. Non, je suis d'accord avec toi. Donc là, alors, si on veut un peu faire l'avocat du diable, c'est vrai qu'il y a une grosse différence de niveau entre les 5-10 meilleurs et le reste du plateau. On a encore du mal à avoir un plateau homogène. Là, on avait 40 sauteuses et 40 fondeuses. Pour ceux qui ont vu les compétitions en entier, bah, c'est sûr que le début, on était à 65-70 mètres. Mais bon, on est sur, en fait, on est sur des filles qui sont très très jeunes. Je veux dire, on va parler de Nathalie Armbruster, elle est née en 2006, les jumelles Kazai c'est 2004, Yerner, Sif c'est 2003, Volavchek, Hansen c'est 2002. Donc on n'en a pas, pas beaucoup hein, qui ont plus de 20 à 25 ans. Donc on est vraiment sur une discipline qui émerge et oui, il faut un peu de temps avant de trouver un plateau qui soit assez dense, mais ça n'empêche pas, comme tu le dis, qu'on a beaucoup de nationalités au-delà de la victoire de Guda Vesvold, on a une belle bataille entre les seconds couteaux, que ce soit Ida Marie Hagen, Lisa Yerner, Annika Sif, Armbruster. Et c'est ces filles-là qui vont se battre derrière Guda. Mais peut-être qu'elles lui arracheront une victoire. En tout cas, c'est possible. Vesvold n'est pas imbattable. On retrouve un peu le profil du saut féminin il y a une dizaine d'années où il y avait voilà, une élite qui se détachait et ça manquait de densité. Et bon, on en parlera tout à l'heure parce qu'on a eu des belles épreuves de saut féminin. Maintenant, voilà, il y a la densité en saut féminin et c'est en introduisant les épreuves dans les programmes des mondiaux et olympiques qu'on crée aussi cette densité, qu'on fait un appel. Si Nathalie Armbruster, elle est partie faire du combiné toute jeune qu'elle est, c'est parce qu'elle a espoir d'y faire carrière, quoi. Si c'est sans espoir, eh ben, les meilleurs, ils vont dans d'autres disciplines. En tout cas, elle a 16 ans et elle a déjà fait un podium en Coupe du Monde. C'était sa troisième et quatrième Coupe du Monde. Jusque-là, elle avait été seulement un Chonard. Elle avait fait une 14e place. Et ben, elle attaque à Lillehammer. Elle fait troisième samedi et elle fait quatrième dimanche. Et en plus, sur des profils intéressants, puisqu'elle fait quatrième du saut et cinquième du fond. Et le dimanche, quatrième du saut, quatrième du fond. Donc on est sur probablement une future crack de la discipline qui a l'air d'être assez complète en termes de performance sur le tremplin et sur la piste. Oui, c'est ça, c'est avec l'Autrichienne Irner, un peu un profil de combiné complète. D'ailleurs, au général, elles se sont inversées les places 3 et 4 et on a eu une photo finish dimanche. Ce qui, justement, quand on perd de la densité, s'il y a photo finish, c'est il y avait bataille. Donc là, on avait une belle bataille bah, derrière Guida entre Ida Marie Hagen et Nathalie Armbruster et Lisa Irner, les trois dans la même seconde.
Donc c'était un final trépidant. Et c'est qu'on voilà, ça c'est les profils des combinées complètes. Forcément, elles sont amenées à être devant. Donc c'est c'est intéressant. Par contre, elles se sont quand même fait coiffer au poteau par profil plutôt fondeur. Donc c'est Ida Marie Hagen, qui est quand même fond de top 10 sur le saut et qui fait des temps stratosphériques de fond, parce qu'elle met 30 secondes à Guida Westphal Hansen sur à peu près sur les deux courses, alors qu'elle part à peu près 2 minutes derrière après le saut. Donc voilà, la grosse fondeuse, là, si on fait des comparatifs avec ce qu'on a pu voir côté masculin, on a des profils à la Rieber, à la Hoftebro, et là, Ida Marie, c'est Vincent Geiger un peu sur ce week-end. Ouais, c'est sûr que bon, après 30 secondes, je sais pas si Vestvold, elle a fait toute la course à 100%, donc il faudra mesurer si elles sont toutes les deux à la bataille, mais c'est sûr que Marie Hagen, ça a été alors c'est le meilleur temps le deuxième jour. Par contre, le premier jour, c'est Marthe Leinen Lund qui a fait, non, elle fait deuxième temps, Marthe Leinen Lund, c'est deux Mm. fois Marie Hagen, t'as raison. Et c'est plus des profils voilà, à la Geiger. Après, elle fait quand même dixième du saut et septième du saut. Hein, donc, Geiger, c'était plus entre la 20e et la 30e. Mais Ida Marie Hagen, clairement, là, c'est pareil. Si on a un saut dans le top 5, elle va pouvoir se battre avec Westwold. Alors que Hirner et Armbruster, elles sont bonnes dans les deux, mais elles vont pas surperformer dans l'un ou dans l'autre. Et puis après, on a plus le profil de Annika Sif, qui elle, c'est plus un profil Yamamoto, enfin, Ouais. Yamamoto ancienne époque, disons un profil Zeidel, ou donc une très bonne sauteuse qui a fait deux fois deuxième, je crois, deux fois deuxième du saut. Oui, Premier concours, elle tient et elle termine deuxième. Elle ne se fait pas rattraper ni par Armbruster Hirner ni par Hagen, mais elle fait 21e du temps de ski. Elle perd plus d'une minute sur Vesvold. Et par contre, deuxième course, là, elle n'a pas résisté et elle s'est fait doubler par les trois filles. ouais, parce qu'elle est partie un peu, ce qui met un peu trop loin. Elle avait pas assez d'avance sur Hirner, Armbruster, et même elle avait moins d'une minute sur Ida Marie Hagen, donc elle était prenable, mais bon, elle garde le top 5. Donc en fait, on a ces 5 filles-là qui font top 5 sur le week-end. C'était quand même, c'est ce peloton-là, on les identifie un peu. Et dans un deuxième groupe, on avait un peu les filles, euh, les jeunes femmes du, de la deuxième moitié de top 10. On retrouve aussi un peu les mêmes, Yuna Kasai et Haruka Kasai, l'Allemande Jenny Novak, la Slovène Volavček. Et ça s'est un peu séparé. On a quand même voilà, Marthe-Lena Moon et la Française Lena Brocard qui accroche un top 10 pour la première Coupe du Monde de la saison, donc très encourageant. Avec une belle remontée, en fait, que ça soit samedi ou dimanche, elle a regagné des places en fond. Donc c'est-à-dire que c'est son niveau de saut qui va déterminer la place. Si on fait un peu une petite équation, c'est place du saut et on gagne entre 3 et 5 places et puis ça peut donner le classement final, quoi. Ouais, c'est sûr que Lena, elle est à sa place, elle est aux alentours de la 15e place. Donc le but pour elle, je pense que c'est de continuer à faire des top 10. Donc elle en a fait un samedi. Comme tu dis, elle a été meilleure en fond avec le septième temps. Et l'année dernière, elle était 24e en fond sur l'année. Elle était 20e en saut. Là, elle doit être toujours à peu près aux alentours de la 20e place en saut. Donc on va la voir, ça va dépendre des tremplins. Mais on a une Française qui va se battre, alors pas pour les podiums, mais pour des top 10. Et ça donnera là aussi une raison de plus pour regarder le combiné féminin. Et donc, on devra avoir une belle saison. Je ne sais pas où elles vont la prochaine fois. Elles Je vont à crois Ramsau à Ramsau. D'accord. Donc, dans 2 semaines. voilà, à chaque fois, vous voyez, on a Ramsau, après on a Otepää, Zeffel, Schonard, on a deux courses à chaque fois. Puis il y aura la grande finale à Oslo. Donc c'est quand même cinq gros week-ends, un sixième avec Oslo, qui sera Mm. d'ailleurs, vu le niveau des Norvégiennes, une très belle fête nationale. Et, euh, et je pense que ce week-end, comme tu dis, avec ces cinq filles là qui sont retrouvées dans le top 5, des belles performances de Brocard, de Lainan Lund ou même des jumelles Kazai, on a une quinzaine de filles qui vont rendre
la saison tout à fait attrayant. Surtout on en attend certaines comme Anju Nakamura, c'est donc la seule qui avait gagné une épreuve l'année dernière, à part du coup Guida Westphal Hansen, qui était vraiment en retrait ce week-end. Même donc très en retrait en saut et pas si devant que ça en fond. Donc il y a peut-être même encore des nouvelles challengers qui pourraient arriver en cours de saison. Donc, on a une saison qui est bien lancée en combiné. Et voilà, on attend. On passe un week-end, mais on se retrouve à Ramsau le 16 et 17 décembre. Voilà pour le combiné féminin. Et on va donc terminer cette émission avec le saut à ski féminin. Donc, comme on vous l'a dit, il n'y avait pas de saut à ski masculin cette semaine. Ces relâches, les sauteurs euh, sont à titiser la semaine prochaine. On avait des questions sur la neige, mais tu nous confirmes que ça va bien avoir lieu. Ça a été confirmé hier soir. Donc il y avait du snow farming qui a été fait tout l'été pour garder quelques milliers de mètres cubes de neige. Ils ont attendu le dernier moment pour l'étaler. Et l'épreuve aura bien l'eau. Les prévisions météo permettent de garder cette neige. En fait, ils voulaient l'étaler au dernier moment pour pas qu'elle fonde tout de suite. Donc en plus, ça sera un très beau week-end parce qu'on a les hommes et les femmes sur le même tremplin et 3 jours de compétition. On détaillera tout ça en fin de programme. Voilà, c'était le deuxième week-end de saut féminin. Les filles étaient à Visla, donc on en avait parlé lors de notre premier épisode. Et donc là, on était à Lillehammer et on l'avait dit la semaine dernière, c'était assez intéressant parce qu'on avait un saut sur petit tremplin le samedi et un saut sur grand tremplin le dimanche. Et comme on est des passionnés, on s'est amusé à comparer un peu les trajectoires, voir quelles sont celles qui ont le plus performé sur le petit, le grand. Bon, l'épreuve sur grand tremplin avait quand même un petit peu de vent, donc tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais on a quelques tendances qui se dessinent. Bah, c'est sûr on voit des filles qui ont un système de vol pour les grands tremplins. C'est le cas de Silly Opset et de nos Françaises. Et des filles qui réussissent plus sur petit tremplin, comme enfin, la sœur slovène des Prevec, l'allemande Anna Ruprecht, qui ont eu plus de mal sur grand tremplin. Voilà. Puis après, on a l'élite, mine de rien, de la Coupe du Monde qui va savoir se débrouiller sur les deux profils. Voilà, Katharina Altaos, je crois elle fait quatrième sur le grand cette année, mais je crois qu'elle gagne l'année dernière. Voilà, des Emma Klinech, Nika Kristar, elles savent se débrouiller sur tous les profils. Mais voilà, on a quand même. C'était vraiment intéressant parce qu'on retrouve quand même devant dimanche Silje Opset, Anna Odimström, qui était euh, hors du top 20 sur le petit tremplin samedi. Et samedi, il n'y avait pas de vent. C'était vraiment sur le niveau de saut. Julia Claire qui passe de 22e samedi à 8e dimanche, donc qui rentre dans son premier top 10 de la saison. On va dire, c'est pas un hasard, quoi. Ouais, non, franchement, c'est comme si on avait été sur deux tremplins différents, avec, comme tu le dis, des dynamiques différentes selon les sauteuses. Et je dirais, il y avait quand même, comme tu l'as dit aussi, hein, deux sauteuses au-dessus du lot, l'Autrichienne Pilkelning et l'Allemande Katharina Althaus. Ouais, c'est elle qui récolte le plus de points sur le week-end. Althaus, elle gagne samedi. Puis Koenig, elle continue sa série de podiums. Elle est sur le podium des 4 épreuves depuis le début de la saison. Donc là, Ouais, 4 podiums en 4 épreuves, c'était son 16e et 17e podium en carrière. Elle n'est pas toute jeune, mais ça reste une carrière quand même bien fournie. elle a commencé tard le saut et elle était toujours un peu dans l'ombre d'abord de Hirashko, puis de Kramer. Et là, cette année, c'est l'Autrichienne devant. Après, voilà. Hirashko, on la voit pas cette année. Il faudrait qu'on se renseigne ce qu'elle a. Par contre, Kramer, elle est bien là et elle est un peu en retrait. Mais bon, Marita Kramer en retrait, c'est troisième samedi et septième dimanche. Donc c'est tout sauf catastrophique.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quand on dit en retrait, c'est que l'année dernière, hormis les pépins qu'elle avait eu, disqualification, Covid ou je ne sais quoi, elle dominait. Là, elle est pour l'instant, alors selon mes statistiques, hein, entre 2 et 3 mètres derrière Pilkelning et Altaos, hein, sur les trois tremplins qu'on a vus, puisqu'à Lillehammer, on en a vu deux, donc ça reste un top 5, mais pour l'instant, c'est un cran en dessous, et notamment sur le grand tremplin de Lillehammer dimanche. Et surtout, elle, enfin, c'est son système de saut qui m'embête plus, en fait, plus que ses résultats. On a l'impression qu'elle est en freinage, en fait, en vol. Elle crée pas de vitesse. Et ça fait un peu bizarre parce que Kramer, l'année dernière, à la même hauteur sur la bosse, elle allait beaucoup plus loin que cette année. Il y a des choses techniques à revoir. Et je pense que elle s'attendait pas en fait à voir l'Allemande et l'Autrichienne en haut. Elle s'était préparée à voir les Slovènes, Krishnar, Klinec, Bogataj. Et c'est vrai que on critique un peu Kramer, mais elle fait mieux que les trois Slovènes et mieux que Sarah Takanashi. C'est juste que maintenant, elle s'est retrouvée avec trois nouvelles concurrentes qui étaient déjà des filles chevronnées, mais Opset qui a gagné déjà deux compétitions cet hiver, une à Visla et une dimanche. Altaos qui pour moi a été la meilleure du week-end. Bon, après, elle adore Lillehammer, Altaos, hein. C'est son huitième podium là-bas, elle a déjà gagné quatre fois. Donc voyons, hein, mais elle avait déjà été bonne à Visla, donc Altaos, je pense qu'on est sur une belle saison. Et Pickelning, comme tu l'as dit, régulière, elle s'y est mis plus tard au saut. Et donc on a maintenant, si les Slovènes se réveillent, bah, bien entre 8 et 10 filles. Si on rajoute en plus nos Françaises sur des tremplins où il y a un peu plus de vol, qui peuvent aller chercher. Si Lundbu commence à se motiver pour les championnats du monde, ça va être intéressant. Ça devient aussi, la densité fait que le télémarque compte de plus en plus et ça, j'aime bien ça. Parce que voilà, maintenant, là, on commence à voir, je trouve, par rapport à l'année dernière, des différences de notes à longueur égale. Là, Altaos, elle nous pose des télémarques magnifiques au-delà des 130 mètres et c'est bien que ça soit valorisé. On a vu aussi quand même dimanche un concours de vol de télémarque. Là, c'était un peu sur la fin du concours, ça a volé du télémarque. Il y a encore un peu il y a encore un peu de boulot, mais c'est vrai que le vent faisait qu'elles arrivaient de très très haut. Il y avait beaucoup de vent sur la bosse et beaucoup moins en bas en fait. Et elles arrivaient de haut et c'était dur de tenir quoi. Donc on n'aurait pas forcément vu beaucoup plus de télémarques dans d'autres compétitions. Mais voilà, que c'est bien qu'une Katharina Altaos qui fait des beaux télémarques soit valorisée. Et si tu rajoutes en plus bah, deux, alors il y a une fille qui avait été très forte à Visla, on en avait parlé lors de la première épreuve, c'est Westman, la Suédoise, qui avait fait podium, qui s'est tordu le genou lors de la célébration, ménisque, ligament touché, elle est out pendant quelques mois, alors que elle était au top. Et puis on a le retour de Kvandal, qui avait chuté en 2020 à Inzenbach, qui a sauté bah, pour la première fois ce week-end. Alors elle a sauté que le samedi, je sais pas trop le dimanche si elle a est-ce qu'elle a encore un peu peur ou je ne sais pas pourquoi elle n'était pas là le dimanche. Mais le samedi, elle a fait des super sauts. Alors dans la compète, elle était moins forte qu'en qualif et en entraînement. Mais ça aussi, ça peut être une fille qui, une fois qu'elle a la confiance, va se battre pour le top 10 avec aussi Abigail Strait qui a terminé quatrième ou Selina Freitag qui le samedi a fait sixième, son meilleur résultat en carrière. Oui, grosse densité, ouais. Pour Kvandal, je sais pas non plus, est-ce qu'elle n'était pas dans le groupe national, parce que comme elle n'avait pas marqué de points depuis très longtemps, qui n'était pas dans le groupe national samedi, qui n'était pas engagée Ah dimanche, ouais, non, c'est faut, ça, et t'as faut, raison. Non, non, c'est faut- ça, hein. C'est sûrement je ça. j'ai pas la Qui est quelqu'un confirmation, mais dans le voilà, national. mais c'est en tout cas on a hâte de la revoir et c'est bien, ça vient encore densifier. Et si on commence à regarder en vue de par équipe, aujourd'hui, si le week-end prochain il y a un par équipe de 4 femmes, moi je saurais pas dire quelle équipe va gagner. Bah, normalement, c'est la Slovénie sur le papier. Maintenant, c'est vrai que
On a les Norvégiennes. Je pense pas quand même que l'Autriche ou l'Allemagne aient la capacité d'aligner quatre filles de très très haut niveau. Donc ça, pour moi, ça joue entre la Slovénie et la Norvège. Alors, ouais, après, avec des japonaises, il y a quand même toujours Yuka Seto, Yuki Ito, Takanashi, dont on attend plus. Non, il y a. Et puis, tu as Nozomi Maruyama, là, Oui, qui avait pas sauté à Wisla, qui a fait franchement deux superbes performances dans le top 15, hein, je crois qu'elle fait. Tu as, les ouais, résultats elle là, fait devant toi. 14 et 13, ouais. 14 et 13. Et comme tu dis, franchement, tu as Yuki Ito qui est un peu mieux et Takanashi qui reste la leader. Mais c'est vrai que les japonaises, elles ont une équipe assez dense. Euh, et c'est vrai que dans un par équipe, du coup, on cherche cette cohérence de résultats et vaut mieux peut-être avoir quatre filles dans les 15 que deux filles dans les deux et puis deux dans les 50. Alors, il y a Funaki qui nous dit que Vandal aurait été ménagé dimanche, tu vois. Bon, moi, Ok, je suis merci. d'accord avec lui. Merci Funaki pour cette info. Donc, je ne sais pas si tu as le classement de la Coupe du Monde, du coup, après, Après 4 épreuves, donc sur voilà, après 26. quatre épreuves. Donc, c'est Pickelning qui garde son maillot jaune. Altao était, entre guillemets, parti de trop loin après Visla elle avait raté le premier des deux concours. Ouais, et Opset qui est deuxième, mais Opset est un peu trop sinusoïdal. C'est la seule à avoir gagné 2 fois. Mais quand elle a pas gagné, elle a fait 7 et 20. Donc ça permet pas de marquer des gros points à chaque fois. Voilà, on retrouve les noms qu'on a cités. Euh, Abigail Strait, elle est aux portes du top 10, mais elle tombe dimanche après un super saut, donc elle aurait clairement été dans le top 10 aussi. Et on a nos deux Françaises, Joséphine Panier, Julia Claire, 13e et 16e au général, qui sont vraiment toujours là, quoi. La fiche de stats de Joséphine Panier, 15, 10, 11, 12. Vraiment des beaux sauts. Enfin, moi, j'adore sa position en l'air. C'est magnifique à voir. En fait, je voudrais passer dans 3 mois et être déjà à Vikersund. Et Julia Claire, dont on sait aussi la finesse de vol, ça n'en démord pas à chaque fois que c'est sur un grand tremplin. Elle joue plus devant, donc des beaux résultats des deux Françaises. Voilà, comme tu dis, on retrouve les filles dont on a parlé, là, Pete Gunning, Ataos, Hopstead, Kramer, Krisnar, bah, les trois Slovènes, là, Krisnar, Bogataš, Klinec, ça va remonter, hein, moi j'en suis convaincu. Et puis ce serait bien, ouais, Takanashi aussi, c'est vrai que finalement, j'ai pas vu, elle a dû faire, je crois, un bon saut en compète où on s'est dit, tiens, là elle va réussir, quoi, mais c'est bien, hein, c'est top 10, hein, mais c'est pas podium. Donc, c'est vrai que pour une fille qui a été aussi, euh, enfin, qui a eu beaucoup de succès dans sa carrière, c'est un cran en dessous par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre d'elle. Et elle pose pas de télémarque. Enfin, c'était terrible ce week-end. Enfin, je l'ai jamais vu sauter comme ça, quoi. C'était vraiment en retrait, en distance et en problème technique de pause. Peut-être Funaki sur le chat a des explications, parce qu'on sait qu'il suit beaucoup l'équipe japonaise. Mais enfin, je l'ai jamais vu sauter comme ça, quoi. Assez Funaki, en tout cas, inquiétant, quoi. il nous parle de Maruyama et il nous dit qu'elle revient d'une déchirure des ligaments croisés du genou. Et donc, elle a fait une saison blanche l'hiver dernier. C'était son retour. Du coup, c'est bien parce que quand on s'est fait les croisés, c'est vrai que revenir sur un tremplin et notamment un grand tremplin, on peut avoir un peu une appréhension. Et là, Maruyama, tout de suite, top 15. Donc, vraiment super performance de cette japonaise qui, bah, du coup, comme elle n'a pas sauté à Visla, elle doit être plus bas dans le classement. Oui. Mais elle va, voilà, elle est là à la 25e place pour l'instant, bah, juste derrière une ancienne, Maren Lundbu, qui elle, par Qui, contre, n'est pas encore au non. niveau, hein. Et qui va prendre une grande pause, au moins jusqu'au Sylvester Tour, voire peut-être même jusqu'au championnat du monde. Donc elle mise tout sur la fin de saison. En fait, elle veut voler à Vikersund. C'est plus qu'un objectif de carrière, c'est un objectif de vie pour elle. Et donc elle a déjà annoncé qu'elle allait vraiment se mettre en retrait.
pour continuer à retrouver, parce qu'elle est vraiment sur le retour après sa saison blanche, sa saison d'interruption l'année dernière. Et objectif ROR pour Maren Lundby. Voilà, donc il y aura ce qu'on appelle le Sylvester Tour, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas encore le terme, on est sur une tournée, l'équivalent d'une tournée des quatre tremplins pour les filles. Euh, et donc le ROR, bah là on est sur le même concept que les garçons. Funaki nous a répondu là pour Takanashi. Pour lui, il n'y a pas d'explication, aucune explication pour Takanashi. Elle a une petite blessure à la cheville qui date d'avant Visla, mais sans aucune gravité. Ça n'explique pas son niveau. Voilà pour les expertises de Funaki qui connaît très très bien les sauteurs et les sauteuses japonais. Voilà, donc Bon, bah, bah, on se projette vers le week-end prochain rapidement et on clôturera le troisième épisode. ouais. Donc, week-end prochain, comme on vous l'a dit, on sera titisé pour le saut à ski masculin, pour le saut à ski Aussi le féminin. féminin et on a le premier par équipe mixte de la saison. Donc vendredi individuel masculin seulement, samedi par équipe mixte et dimanche un individuel masculin et un individuel féminin. Donc sur le HS 142 de Titizé. Ce sera la dernière épreuve avant les fêtes chez les femmes. Voilà. Et j'ai vu quelques commentaires sur les sauteurs masculins français. On s'attendait peut-être à ce que Valentin Foubert et Mathis Contamine ou Enzo Milesi aillent à titiser et il a été décidé pour pouvoir faire du coup une équipe mixte avec Julia Claire Mhm. et Joséphine Panier, mais il a été décidé qu'ils aillent en Coupe continentale à Vikersund. Donc Ouais, pas de garçons à titiser la semaine prochaine. On va dire voilà. On dommage. privilégie la Coupe continentale, on privilégie le fait de sauter plus que de saut. Et donc, il y a par contre 5 garçons qui sont envoyés en Coupe continentale à Vikersund, comme dit Funaki, en effet. On a de la Coupe continentale le week-end prochain et on vous en parlera. Oui, tout à fait. Et je crois, d'après ce que j'ai pu voir aussi passer, on pourrait retrouver Kylian Payer le week-end prochain à Titizé. D'accord. Donc on suivra ça côté masculin. Voilà. Et il y a quelques équipes là qui sont tombées. On pensait avoir un changement chez les Polonais, il n'y en a pas eu. Et puis on attend les grosses équipes qui devraient annoncer là ça devrait être mercredi, voire jeudi pour les Allemands. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce troisième épisode. On vous retrouve avec plaisir pour le quatrième épisode, donc la semaine prochaine. Et on a été ravis en tout cas de donner un peu plus la part au saut et au combiné féminin cette semaine, avec notamment pour le combiné féminin des compétitrices un peu moins connues. Donc on a été ravis de vous en parler un petit peu. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas, on va continuer à mettre les liens et enfin de nous rejoindre sur Discord, vous voyez, comme Funaki a pu interagir avec nous et d'autres. Toutes vos questions et même vos informations sont bonnes à prendre. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre si vous avez apprécié l'écoute de le podcast du saut à ski et combiné nordique.